Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tech for good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Dans ce 6e épisode de Numérique, nous rencontrons Emmanuelle Larocque. Elle a fondé Social Builder, une start-up sociale qui forme les femmes au métier du numérique et les entreprises, notamment les entreprises de services numériques, aux enjeux de mixité. Emmanuelle plaide pour une démarche d'inclusion dès la conception des technologies. On va voir avec elle pourquoi il est fondamental que les choix technologiques, par exemple en matière d'intelligence artificielle ou d'algorithmes, soient des choix éclairés. Bonne écoute! Bonjour Emmanuelle Larocque. Bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui avec grand plaisir au Maïf Startup Club où vous êtes hébergé avec votre structure Social Builder. On va en reparler tout de suite, mais au préalable, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre parcours qui, je crois, vous a fait découvrir l'entrepreneuriat social au fur et à mesure de différentes étapes. Tout à fait. Donc, écoutez, moi j'ai 40 ans et ça fait maintenant une dizaine, un petit peu plus même d'années que je suis dans l'entrepreneuriat social. Moi j'ai un parcours, somme toute, je me suis, on va dire, laissée un petit peu orienter vers une école de gestion que j'ai faite, mais en m'orientant quand même sur la partie technologique qui m'a tout de suite beaucoup intéressée. Je crois que je suis une ingénieure un peu contrariée et j'ai commencé ma vie professionnelle déjà en essayant de créer une entreprise, une plateforme internet en 2001, donc il y a eu quelques petits rebondissements à cette époque-là, donc du coup c'est un projet qui a été avorté, mais je me suis retrouvée à travailler dans une entreprise de services numériques. J'ai mis en place tout un tas d'outils dans des grandes entreprises et je me suis rapidement rendu compte que si ça n'avait pas de sens au fin fond ce que j'étais en train de faire, j'y verrais pas mon devenir professionnel, et j'ai repris une formation à Dauphine en sociologie des organisations et l'innovation. Donc ça m'a pas quand même lâché cette question d'innovation, je savais que je tournerais autour et j'ai découvert la sociologie du genre. Alors bon, c'est vraiment tout ce qui est relations hommes-femmes dans la société, et je me suis spécialisée sur le monde professionnel et je trouvais ça complètement passionnant. Et là, j'ai rencontré l'entrepreneuriat social parce que moi qui venais, on va dire, vraiment de l'économie classique, je me suis dit comment je pourrais trouver un métier qui me permette de travailler sur des sujets qui m'intéressent au fin fond et qui sont les sujets d'inclusion, d'égalité des chances et égalité homme-femme, et qui me permettent à la fois d'avoir le sentiment de construire la vie, le quotidien, la société, de contribuer aussi à la construction économique. Donc j'ai eu la chance de passer à la fois en tant que responsable des sujets responsabilité sociale des organisations pour un campus génial qui est Neoma, qui est une grande école de management dont je suis diplômée, et j'y ai appris des choses passionnantes, mais c'était pas encore assez concret pour moi. Donc ensuite je me suis retrouvée responsable d'un incubateur d'entreprises sociales en fait, et là ça a été la révélation, parce que je me suis dit il faut vraiment que je me retrouve de l'autre côté. J'ai rencontré des acteurs de l'écosystème qui étaient passionnants, d'ailleurs pour qui un certain nombre j'ai pas mal contribué, comme Ashoka, qui est une organisation aussi tout à fait intéressante pour accélérer des projets d'entreprise sociale. Et puis en 2011, j'ai décidé vraiment de créer une organisation qui s'appelle Social Builder, et donc je suis la déléguée générale aujourd'hui, qui permettrait de travailler dans l'économie numérique sur l'égalité homme-femme, puisque cette économie que nous construisons au quotidien grâce à la technologie, aujourd'hui a besoin de vraiment intégrer les principes d'inclusion et les principes d'égalité homme-femme dans son fonctionnement intrinsèque pour changer un petit peu aussi la donne, puisqu'il y a des choses à faire sur l'égalité. Pour faire un petit tour d'horizon des actions que vous menez au niveau de Social Builder, est-ce que vous pouvez nous décrire vos actions phares ? D'accord. Alors, nous sommes une organisation qui travaillons à la fois sur l'accompagnement des personnes, donc l'accompagnement notamment des femmes qui sont en reconversion dans le numérique, à qui nous proposons des programmes de formation sur des métiers d'avenir ou des métiers en tension du numérique. Par exemple, on va développer un gros programme sur le code, on a développé une formation sur marketing et big data, on a une formation sur BizDev en
l'environnement IT et start-up. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de construire ces programmes qui malheureusement aujourd'hui soit n'existent pas encore parce qu'il y a des prérequis tellement élevés que des nouvelles entrantes ne peuvent pas trop y avoir accès, soit qui sont très très longs en fait, c'est-à-dire on refait 1 année, 2 ans de formation et aujourd'hui on a sur le marché du travail des personnes qui de temps en temps ont juste besoin d'une petite piqûre technologique ou qui ont besoin de programmes un petit peu plus courts mais qui ont des très très bons fondamentaux, qui ont beaucoup de diplômes ou qui ont des expériences professionnelles extrêmement riches et qui ont besoin justement de programmes courts. Donc nous créons des programmes courts vers des métiers d'avenir du numérique. Ça c'est on va dire un de nos métiers principaux. On a un deuxième métier qui est de travailler avec les entreprises sur tout ce qui est comment attirer les talents, les garder, les faire évoluer, surtout des entreprises de services numériques qui aujourd'hui ont des soucis d'image, d'attractivité, mais aussi de process interne pour faire en sorte que tout ça se passe de manière harmonieuse et aussi en cohérence avec ce qu'elles ont envie de construire, c'est-à-dire des collectifs mixtes. Et derrière ça, nous sommes un producteur de projets innovants, c'est-à-dire que nous identifions là où il y a des besoins de créer des dispositifs, et c'est là où le numérique nous importe, pour massifier, pour engager beaucoup plus de femmes dans l'économie numérique, ou créer des écosystèmes qui soient vraiment ouverts à la mixité. Donc je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est que nous avons initié il y a 6 mois un projet qui s'appelle Adabot. Adabot est un chatbot sur Messenger, et la vocation d'Adabot, c'est de inspirer, de donner envie aux femmes d'aller vers les métiers d'avenir du numérique et du technique. Donc on ne présente pas tous les métiers, mais les grands, on va dire les grandes catégories de métiers qui vont recruter et qui seront stratégiques demain pour leur carrière, et on les met en relation avec des mentors, des acteurs de la formation, des événements, tout ce qui peut leur permettre d'affiner un projet professionnel ou les ancrer vraiment dans cette nouvelle réalité des nouveaux métiers et leur donner envie de s'y engager. Donc à Adabot, ce sera quand même 20 000 femmes qui vont être orientées sur les 3 prochaines années. Donc ça, c'est ce que permet aussi le numérique, c'est cette diffusion massive, mais tout en gardant derrière, avec cette dimension un peu géolocalisée d'Adabot, ce contact humain, parce que rien ne remplace quand même l'humain. Et un autre projet qui peut être aussi inspirant, je pense à toute la communauté Tech for Good, c'est un projet que l'on monte avec Facebook qui voulait massivement former les femmes et notamment des femmes entrepreneurs à tout ce qui est digital et leadership. Et donc on a conçu un nouveau dispositif qui permet à la fois d'aller dans des territoires et de former les femmes entre 500 et 2000 en même temps sur des journées de formation. Donc vraiment trouver d'autres façons de développer des modes de formation beaucoup plus massifs et qui est assis aussi sur un programme de formation à distance qui s'appelle She Means Business, qui sera disponible d'ici 15 jours sur notre site internet. Et l'avantage, c'est que ce sont des cours complètement gratuits, mais du coup accessibles partout en France, dans n'importe quelle localité, pour que chacune puisse créer son entreprise ou un parcours qui s'inspire et qui s'ancre dans le digital. Voilà, pour nous, le numérique, c'est ce que permet le numérique, c'est du coup cette accessibilité, ce lien avec la communauté et de permettre à tout un chacun aussi d'avoir accès à des savoirs très divers. Je reviens 2 secondes sur votre offre pour les entreprises. Quelles sont leurs problématiques quand elles viennent vous voir ? Alors on a une image de marque très numérique. On a beaucoup d'entreprises du service numérique qui ont des gros enjeux de recrutement de femmes. Le vivier étant capé, puisqu'il y a très peu de femmes qui s'orientent vers les métiers technologiques ou techniques. Elles cherchent aujourd'hui des façons de créer des ponts. Donc elles viennent souvent nous voir parce qu'elles voient qu'on a des programmes de formation pour les femmes, et rapidement elles se rendent compte qu'il y a d'autres façons de recruter et d'autres façons de les former en interne ou de les faire progresser en interne, parce que quand on commence à gratter un petit peu, on se rend compte qu'il y a des difficultés après vraiment de mobilité verticale. Ce qu'on appelle la mobilité verticale, c'est la progression des femmes dans des sphères de décision. Elles arrivent à en avoir 25-30% à l'entrée et dans les sphères un petit peu plus exposées, j'ai envie de dire, elles en ont à peine 5-6%. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler un message cohérent, des dispositifs internes qui permettent de baisser les freins. Et au fond du fin, je dirais, le frein, il est pas tant sur les process RH, c'est rare, mais il est vraiment sur la partie culturelle, c'est-à-dire à un moment d'intégrer ces sujets comme étant un des sujets stratégiques, de faire en sorte que tout un chacun et tout un chacune l'ait vraiment pleinement en tête et comme étant une nécessité pour faire progresser aussi l'entreprise.
d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique, et on travaille sur les stéréotypes, on travaille sur le sexisme, on travaille sur une culture et une gestion de la mixité, on travaille à engager aussi pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de femmes dans la tech, quelles sont les représentations, les stéréotypes qui font qu'il y a encore ces barrières, on travaille sur l'environnement, le bien-être au travail, le vivre ensemble. C'est des sujets qu'on connaît très bien, mais après appliqués à des environnements avec des codes particuliers, des façons aussi de, on va dire des biais qui sont, s'il n'y a pas de femmes dans le texte et qu'elles n'ont pas envie d'aller, il y en avait beaucoup jusqu'aux années 80, et puis à un moment, on a envoyé d'autres messages vers les femmes, et donc elles s'y sont plus du tout reconnues, et puis plus les métiers informatiques ont été valorisés économiquement, plus les hommes s'y sont aussi intéressés. Voilà, tout ça, ça s'explique historiquement, mais du coup, il faut bien retraduire et expliquer au quotidien comment changer le comportement, les attitudes pour faire évoluer les choses. Donc oui, les problématiques sont souvent en fait les mêmes, et elles sont culturelles. Elles sont culturelles. Bien avant d'être technique. Bien avant d'être technique. D'accord. Chez Social Builder, vous vous présentez comme une start-up sociale. Je voudrais savoir pourquoi. Alors, je pense, mais en toute humilité, je pense que c'est nous qui avons lancé ce terme de start-up sociale. Et pourquoi ? Parce que quand on a imaginé ce qu'on avait envie de construire, on avait nos limites. C'est-à-dire, on s'est dit très clairement, on peut pas être dans une logique existante, c'est-à-dire former quelques femmes par an, parce que juste ça coûte très très cher, ou être dans une sensibilisation de quelques personnes dans les milieux scolaires. Voilà, on s'est dit tout de suite, non, on a une vision vraiment de changer la dynamique. Encore une fois, en toute humilité, mais on sait qu'on a le pouvoir de le faire. Il faut juste changer peut-être nos façons d'opérer, nos façons de travailler, ou notre approche des publics. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on avait une vision très, très ambitieuse. Donc, on s'est dit, voilà, les startups, elles sont là pour scaler, elles sont là pour se développer, elles sont là pour avoir de l'impact. Et nous, on va intégrer notre vision d'un changement sociétal au cœur même d'une façon d'opérer qui sera ambitieuse et massive. D'accord. Donc l'idée, c'était de vouloir avoir un impact social, mais un impact massif, et de l'avoir très rapidement. Oui. Très bien. Est-ce que ça a impliqué le choix d'un statut spécifique ? Alors, on a commencé à travailler et on travaille toujours sous forme d'association loi 1901. Ça nous a permis à la fois de bien nous connecter avec tout l'écosystème des réseaux, des acteurs des territoires, des associations qui ont des vraies connaissances et qui sont vraiment des pépites aussi en termes d'innovation sociale. Ça nous a permis aussi de tester des choses qui la plupart du temps étaient financées par des fondations ou par les pouvoirs publics, merci à eux tous, et qui nous ont permis après pour certains dispositifs de les développer, mais sous une forme, là pour le coup, entreprise. Donc on a 2 structures. Et pour travailler avec les entreprises, très très rapidement, on s'est rendu compte que pour avoir de la crédibilité et parler aussi, on va dire, un langage qu'ils comprennent, il fallait qu'on ait une entreprise. Donc en fait, on a 2 structures qui nous permettent, on va dire, de naviguer entre des modes de financement différents en fonction des projets. Donc voilà, des projets plutôt écosystème, plutôt innovation sociale, on sera sur des logiques non-profit. Sur du service à des organisations, on est plutôt sur du for-profit. Pour une structure comme la vôtre, qui va avoir beaucoup d'impact, on se le disait tout à l'heure, il y a certainement des défis en termes de changement d'échelle. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques exemples ? Un des défis, c'est de pouvoir automatiser certaines actions pour être plus efficace. Donc ça, le numérique y répond. On a, par exemple, tout bête, mais en interne, on travaille avec des outils comme Slack, on travaille sur Drive toute la journée, on a un CRM aussi en interne. Donc tout ça, c'est par vocation d'efficacité, et ça nous permet d'absorber du coup beaucoup plus de projets. En termes d'un parc externe, aujourd'hui, on est face au constat que sur la partie formation, autant on est vraiment dans une logique où pour nous, mettre en place des actions d'accompagnement individualisé ou collectif, où des personnes se rencontrent régulièrement, fassent vraiment communauté, c'est essentiel à l'efficacité de nos actions et c'est ce qui fait que ça marche très bien.
mais qu'on a besoin aussi de dispositifs qui permettent de viraliser ou qui permettent de distribuer ou d'embarquer beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que dans une logique de développement, le numérique pour nous est nécessaire. Voilà, des projets comme Adabot, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas la possibilité de s'asseoir sur un réseau social massif et avec une technologie de proximité. Les autres sujets pour nous, à part l'acquisition et la mise en place de numérique, qui nous permet vraiment de répondre à nos besoins, c'est toujours la question de la solidité financière. Aujourd'hui, nous, on travaille sur fonds propres, ça se passe très très bien, mais si on envisage cette année, on aura à peu près 16 000 femmes formées sur des formations d'une journée. Ça nécessite des moyens financiers quand même beaucoup plus importants, donc du coup ça nécessite des structurations financières différentes et donc permises peut-être aussi par des levées de fonds. Oui. Donc ça c'est une réalité pour aller aussi vite qu'on a envie de le faire tout en restant dans la qualitatif et avoir de l'impact. On a besoin aussi d'aller trouver des ressources financières sur le marché qui sont quand même importantes. Il y a une autre dimension peut-être qui est plus invisible, c'est embarquer aussi les salariés et embarquer l'ensemble des personnes qui font écosystème autour de nous, parce que ce qu'on fait, c'est parce qu'on a 400 mentors, on a des centaines de personnes qui ont été bénévoles en donnant des heures de coaching gratuites, en donnant du temps de mentorat gratuit, en donnant accès à des ressources gratuitement comme du knowledge, comme des cours, des formations, des ateliers. Et donc il faut expliquer cette transition en fait. Si on n'explique pas pourquoi à un moment on va devoir chercher plus d'efficacité, ou on va devoir numériser certains contenus, ou on va devoir même aller chercher d'autres types de financement, il peut y avoir une incompréhension. Donc ça nécessite cet accompagnement aussi, d'expliquer dans quelle phase vous en êtes du projet et ce que vous allez faire pour préserver l'essence et aussi l'impact de ce que vous voulez faire. Donc cette dimension-là, elle est pas négligeable, elle est pas quantifiable, ouais. Mais elle est réelle, c'est-à-dire la traduction de l'évolution de la structure et comment elle garde ses fondamentaux, mais pourquoi elle est obligée sur d'autres modes de travail. Voilà. Ouais, d'accord. Donc il y a une dimension humaine qui reste extrêmement présente. Et qui est presque invisible et pourtant elle est essentielle. Ouais. Pour avoir une idée en fait de votre impact, pouvez-vous m'indiquer combien de femmes vous avez formées et qu'est-ce que ça a eu comme résultat pour elles ? Ouais. Alors nous, aujourd'hui, par an, on forme entre 200 et 300 femmes sur des formations de 4 mois. Oui. À peu près. C'est un programme qui s'appelle Étincelle. Donc nous, à chaque fin de programme, donc ces programmes de 4 mois, on forme des femmes par 10. Donc 300 par an, ça veut dire 30 promos. Et ces personnes, on a à peu près 85% de retours positifs à la fin des formations. Ça veut dire une personne qui a soit trouvé un emploi, soit s'est inscrite dans une autre formation pour poursuivre sa formation initiale. Et les personnes qui ne trouvent pas immédiatement, on est à 95% 3 mois après. Il s'avère que ces chiffres sont extrêmement bons, on le sait, mais parce qu'on a quand même une certaine sélectivité, simplement parce que aujourd'hui, pour une place, on va avoir 10 personnes qui postulent, ce qui nous permet d'identifier les personnes les plus motivées, oui. Aussi les personnes qui pourront bénéficier le mieux de ces formations, mais on est dans une logique de mixité des publics. Et donc c'est aussi ça ce qui crée ces effets d'entraînement. Et donc l'impact pour nous, c'est vraiment un impact de est-ce qu'on a réussi à mettre une personne dans le numérique, ou est-ce qu'on a réussi à mieux valoriser le profil d'une personne pour qu'elle puisse évoluer d'un point de vue professionnel tout au long de sa carrière dans les meilleures conditions dans le numérique. Voilà, nous c'est ce qu'on cherche, et donc on va plutôt aller chercher aujourd'hui, notre cible, c'est des personnes qui ont déjà souvent une formation initiale assez importante, soit des personnes qui ont une expérience professionnelle assez assise, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce en plus. Là aujourd'hui, les femmes qui trouvent un emploi après vos formations, elles vont trouver quel type d'emploi dans le numérique ? Elles vont trouver des emplois de cadre, soit dans des profils conseil, agence, beaucoup d'entreprises de services numériques aujourd'hui qui recrutent ces profils-là. Donc c'est des consultants, de la MOA, ce genre de profil, ou des personnes qui vont être responsables des sujets de transformation numérique digitale dans des entreprises plutôt taille moyenne, grande entreprise, et quelques personnes en start-up. D'accord. Alors vous avez fait la transition parfaite, parce que ma question suivante, c'était de savoir qu'est-ce que la transformation digitale pour vous ?
Comment vous la définiriez ? Alors pour moi, la transformation numérique, c'est la capacité à absorber humainement la technologie et comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vois vraiment au quotidien dans les organisations encore une difficulté de saisir tout ce que la technologie va pouvoir changer au quotidien. Et c'est vraiment ces changements d'habitude qui sont longs et coûteux et qui font peur. Et il y a une autre dimension qui est plus sociétale, hein, c'est la transformation vraiment du marché de l'emploi et de la transformation des besoins en compétences, où en fait tout le monde est perdu, que ce soit les gouvernements, les entreprises ou même les individus. On a encore du mal à situer où vont être les vrais changements et du coup comment on doit, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Et aujourd'hui, le seul service qu'on peut donner aux organisations, c'est faire en sorte qu'elles sachent mettre en place des dispositifs pour que les gens apprennent à apprendre, ouais. Pour pouvoir se réformer très très vite, et à titre individuel que chacun et chacune se sentent aussi dans la capacité d'utiliser des plateformes de MOOC, des dispositifs de formation très agiles pour pouvoir subscaler, comme on dit, le plus rapidement possible. En ayant fait le choix d'être une start-up sociale, est-ce que ça implique que votre manière d'expliquer la transformation digitale, votre manière d'en présenter les grands enjeux va être différente de celle qu'aurait eu une structure de l'économie classique ? Oui, complètement, puisque en fait, on n'avance pas masqué, hein. On le dit très clairement, nous ce qu'on fait c'est pour l'impact social. Il y a certains acteurs qui n'ont pas envie de travailler avec nous pour ça, et puis il y en a qui nous choisissent pour ça. C'est-à-dire qu'on a une expertise de notre sujet, on sait le prendre sur tous les aspects, on sait le prendre d'un point de vue de l'impact sur la société, sur les organisations, d'un point de vue plus sur les individus, et cette approche complète, cette approche systémique fait que quand on rentre dans une organisation, on comprend très très bien ce qu'elle vit, on comprend où sont ses difficultés, on peut parler avec tout le monde, et on peut faire avancer du coup les pions petit à petit, à tous les niveaux, au niveau individuel, groupal, organisationnel, pour que la société évolue. Donc ça peut paraître complètement illusoire, mais cette vision-là, elle apporte une richesse et une expertise qui donne, pour des gens qui ont vraiment envie de faire avancer le sujet, pour nous, c'est la seule manière de travailler. Avec cette expérience et cette volonté de faire avancer la mixité dans le numérique, aujourd'hui, comment vous identifiez, quels sont les grands enjeux que vous identifiez pour l'avenir ? Qu'est-ce qui vous semble être un sujet sur lequel tout le monde devrait se mettre à l'ouvrage ? Voilà. Alors ça c'est notre sujet du moment, hein. C'est vraiment tout ce qui est les sujets d'inclusion, vraiment penser la technologie pour qu'elle soit bien sûr accessible, mais que dans ces modes de travail qui est une certaine neutralité. Je pense plus particulièrement aujourd'hui à tout le travail qui est fait autour de l'intelligence artificielle, des biais à la fois dans la manière dont ces intelligences sont développées, parce que les données qu'on leur propose pour s'entraîner sont elles-mêmes complètement biaisées, ne représentent pas l'humanité dans sa complexité et dans sa totalité, ou encore la manière dont on va développer les codes eux-mêmes et les arbitrages qui seront proposés, et en fait on sent qu'il y a des polarités, des décisions qui sont prises et qui peuvent être contre-productives sur certains publics. On doit aujourd'hui penser ça pour demain. Il y a un certain nombre de personnes très visibles et d'influenceurs qui le disent haut et fort. Je crois qu'aujourd'hui ça doit devenir une nécessité et qu'on doit mettre en place des dispositifs de contrôle très sérieux pour toute organisation qui utilise de l'intelligence artificielle, mais même dans la manière en général de construire et de penser la technologie. On doit vraiment être dans une démarche de inclusion by design. Penser les choses de manière à ce qu'elles servent l'humanité. Là aussi, je vais vous demander un ou deux exemples concrets pour des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet, de manière à leur permettre de toucher du doigt ce que ça veut dire une technologie inclusive.
Donc une technologie inclusive, par exemple aujourd'hui, il y a tout un tas d'algorithmes qui vont aider des entreprises à proposer des parcours en interne pour leurs salariés. Typiquement, ces programmes qui vont dessiner des carrières professionnelles se basent sur des historiques, bien sûr pas tous, mais un certain nombre, et ces historiques aujourd'hui sont eux-mêmes potentiellement genrés, c'est-à-dire que si on a invité les femmes depuis les 30 dernières années à plutôt aller sur des postes comme les RH ou la com, mais absolument pas sur des postes technologiques, ces algorithmes, s'ils s'inspirent de ces parcours qui correspondent à l'ancien temps, elles vont avoir tendance à reproduire ces biais de manière très ancrée et de manière très systématique. Avant, c'était les êtres humains qui, en fonction de leur représentation du monde, pouvaient induire ces biais. Maintenant, ce sera ancré dans la machine, et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain pourrait avoir tendance à abdiquer son pouvoir de décision aux machines, simplement parce qu'elles sont vues comme étant le produit de la science, mais la science n'est qu'une production de l'être humain. Donc ayons bien conscience de aujourd'hui tout ce qu'on produit en termes technologiques, ça peut se faire mais se défaire aussi, et il faut garder un contrôle et une compréhension de ce qui se passe, et donc on doit avoir une analyse fine de la manière dont ces algorithmes ou ces technologies sont construites et qu'est-ce qu'elles risquent de produire ou d'induire au détriment de certains publics. L'enjeu là, c'est pas tant de s'assurer qu'il y a une parité dans l'appropriation de la technologie, c'est plutôt de s'assurer qu'il y a une bonne qu'il y a une prise de conscience que tout choix technologique doit penser à l'inclusion. Et en fait, le fait que vous travaillez surtout avec les femmes, c'est juste pour que déjà à la base, il y ait cette inclusion, c'est ça ? C'est tout à fait juste. En fait, notre propos, c'est à la fois de travailler à la parité, c'est-à-dire faire en sorte que plus de femmes puissent demain avoir des opportunités professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, ça sera une des 3 grandes composantes, on va dire, des qualités qui peuvent amener les femmes aussi à évoluer dans les organisations et demain trouver un emploi. Mais après, en effet, c'est pour le design de la technologie, avoir comme prérequis de penser le monde de demain comme étant un monde inclusif, un monde où on pourra évoluer, où on pourra comprendre les codes pour tout un chacun, et où les choix qui seront guidés par la technologie ne seront pas des choix qui vont renforcer des inégalités de classe, de race, de genre. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre, notamment, il y a pas mal de femmes qui sont engagées sur comment aussi la mixité peut avoir un impact positif. Mais ne donnons pas aux femmes la responsabilité de changer la technologie. Il faut que ce soit aussi ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de la technologie, et ce sont à 90% les hommes, d'avoir ces bons réflexes et ces façons de travailler pour que demain, on ne crée pas des sociétés voilà, qui ressemblent peut-être à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne respectent pas la capacité à chacun d'avoir les mêmes opportunités. On parle ici d'égalité des chances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on ne va pas éroder l'égalité des chances dans le devenir, parce qu'aujourd'hui on n'aura pas anticipé ces sujets et qui sont fondamentaux. Très bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre discussion. Globalement, en conclusion, est-ce que vous avez le sentiment qu'on ouvre des possibilités nouvelles grâce au numérique, ou à l'inverse, est-ce qu'on risque de fermer des portes ? Ça paraît une complète évidence que la technologie aujourd'hui c'est un accélérateur potentiel de bien-être humain. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, ça ne sera possible qu'à partir du moment où nous, en tant qu'humains, comme communauté, alors c'est peut-être une vision très large, mais on gardera vraiment, ça fait un petit peu le lien avec ce que je dis, mais on garde vraiment une compréhension fine de ce qui est en train de se passer au niveau de la technologie pour la guider, l'orienter et faire en sorte que les grands constructeurs ou les grands, on va dire, réseaux sociaux ou les grands acteurs de la technologie n'oublient pas que ça doit rester, on va dire, un outil au service de l'humanité. C'est vrai que le fonctionnement, on va dire, les fondamentaux du capitalisme aujourd'hui pourrait laisser guider voilà on va dire une centralisation des ressources. On en parlait tout à l'heure avant, mais c'est tout à fait juste. Donc pour nous l'enjeu c'est penser plus vite, plus loin, mais dans le respect aussi des individus, et penser toujours que le plus vite, plus loin, c'est pour faire en sorte que le vivre ensemble voilà soit un vivre ensemble harmonieux. Le bonheur et le bonheur de vivre ensemble en tant qu'être humain, ça doit être quelque chose qu'on doit préserver à tout prix. Merci beaucoup Emmanuelle Larocque. Merci.
Numérique s'achève pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les projets et les actions qui ont été évoquées dans cet épisode en vous rendant sur notre site web numérique, au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur le site avec un like, soit sur YouTube, SoundCloud ou iTunes, où vous pouvez d'ailleurs vous abonner. À la semaine prochaine!